Bonjour à tous. Alors, vous l'aurez compris via l'intitulé de cette vidéo, mon top 2024 des films que j'ai préférés cette année en salle. Alors, sur les 40 que j'ai dû voir, il y en a 10 que j'ai sélectionnés. Donc, ceux qui m'ont le plus marqué en termes de mise en scène, de fond, de forme et de propos. Alors, il n'y a pas proprement parlé d'ordre de préférence, si ce n'est, voilà, les trois premiers où je me rends compte que ce sont ceux auxquels je pense le plus, même quelques temps après les avoir vus. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage dans les détails pour la simple et bonne raison que je les ai déjà chroniqués à travers mes vidéos. Je vous invite, si vous voulez en savoir davantage concernant mon point de vue sur ces films, à aller revoir ces vidéos. Donc voilà, je vais être très bref et donc je vais commencer tout de suite avec en 10e position The Zone of Interest, réalisé par Jonathan Glazer et sorti en tout début d'année, film qui m'a marqué de par son propos, hein, cette famille nazie qui vit juste à côté d'un camp de concentration où on suit l'horreur qui nous est montrée hors champ, donc l'horreur des camps de concentration qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Il y a les bruits de feu, de cris, ce genre de choses, avec en plus le père de famille qui travaille au sein de ces camps et qui, tout en faisant passer pour un bon père de famille, réfléchit à la manière dont il va s'y prendre pour gazer les différentes victimes. Voilà, donc un film qui nous offre un point de vue différent sur la Shoah, basé sur le hors-champ, voilà, au contraire de films comme La Liste de Schindler ou La Vita e Bella de Roberto Benigni, où on nous montrait l'horreur des corps de manière plus frontale. Ici, Glazer opte pour un point de vue différent, ce qui en fait une expérience cinématographique des plus marquantes et impressionnantes, aussi bien en termes de mise en scène que de propos. Voilà. Alors en neuvième position, Furiosa, une saga Mad Max, donc réalisée par George Miller, qui fait suite à l'acclamé Fury Road, où George Miller réussit l'exploit de ne pas refaire deux fois le même film, en nous proposant un film certes toujours très impressionnant visuellement, mais aussi très fort en termes de propos. Voilà, le film met davantage l'accent sur la profondeur psychologique, où voilà, il s'agit avant tout de l'émancipation psychologique et physique d'un personnage, donc Furiosa, dont on nous avait déjà présenté dans Mad Max Fury Road, où ce personnage était interprété par Charlize Theron, et cette fois-ci dans Furiosa par Anya Taylor-Joy, qui reprend très bien le flambeau. Et donc Miller nous offre un film à la fois passionnant sur l'évolution psychologique et physique d'une jeune femme sur un monde, hein, on est dans du post-apocalyptique, hein, donc on est en plein Mad Max dans une société qui perd de plus en plus les pédales, voilà, un monde confronté ni plus ni moins à la folie. Miller qui, même si sa saga existe depuis maintenant 45 ans, parvient encore à se renouveler et à nous surprendre et évite donc les pièges, voilà, qu'on connaît malheureusement dans les grande saga américaine actuelle, hein, à savoir le piège des legacy sequels, de l'héritage et ce genre de choses. Furiosa qui malheureusement n'a pas du tout marché au box-office, qui pourtant l'aurait mérité. Donc voilà, donc film qui nous montre bien qu'avec des auteurs toujours fortement inspirés, tels que James Cameron sur Avatar, Denis Villeneuve sur Dune, dont j'aurais pu parler, ou Christopher Nolan avec Oppenheimer, ou George Miller sur Mad Max, que le cinéma hollywoodien de divertissement est encore capable du meilleur. Voilà, à condition d'être bien inspiré. Voilà. En huitième position, Kinds of Kindness, réalisé par Yorgos Lanthimos. Alors, vous le savez peut-être, mais cette année, on a eu droit à deux films de la part de Lanthimos. Kinds of Kindness l'été dernier et Paul Things en tout début d'année. Tous deux avec des castings similaires, pardon. Donc Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley et alors, je vous avoue que j'hésite entre les deux parce que j'ai adoré les deux films, mais finalement ma préférence va avec Kinds of Kindness pour la simple et bonne raison que Lanthimos retrouve le côté déjanté de ses débuts. Voilà, ou dans ces deux films précédents, que ce soit The Favorite ou Poor Things, qui étaient déjà des expériences cinématographiques bien barrées avec une esthétique comme ça très fournie, très léchée et un propos comme ça très barré, eh ben on sentait que voilà, enfin qu'il était
voilà, qui respectait d'une certaine manière un peu un certain cahier des charges, malgré un style toujours très audacieux, hein, voilà. Et ici avec Hands of Katniss, vraiment, il revient, avec, le propos, je vais dire cash de ses débuts, en nous proposant un film complètement barré, que ce soit en termes de fond et de forme, avec un casting, ben voilà, qui s'amuse clairement, hein, je veux dire des acteurs, qui se lâchent dans le bon sens du terme, et où on retiendra notamment Jesse Plemons, voilà, justement, primé à Cannes, voilà, avec, 3 rôles différents, vu que vous le savez peut-être, mais le film est composé de 3 segments. Donc voilà, Kinds of Kindness, bon petit trip, voilà, très marquant. En septième position, La Nuit se traîne. Et là, voilà, premier film belge, la preuve que le cinéma belge ne se limite pas uniquement aux drames sociaux, puisqu'ici on est face à un vrai film de genre, un vrai thriller néo-noir avec femme fatale, gangster, et tutti quanti avec bah voilà le personnage qui tombe au mauvais endroit au mauvais moment, qui va faire face à une femme fatale, qui va se retrouver dans une vraie nuit de galère. Voilà, on est vraiment en termes d'inspiration dans du After Hours de Scorsese mêlé au Good Time des frères Safdie. Le film se déroulant en pleine nuit bruxelloise, on a droit à des scènes d'action vraiment très bien cadrées, très maîtrisées, un rythme haletant qui ne nous lâche pas d'une seule semelle. Donc voilà, premier film donc de Michel Blanchard, hein, réalisateur belge à suivre. Et vraiment, alors on a ce plan final qui pour moi fait clairement partie des plus marquantes de l'année. Donc vraiment, voilà, une manière de dire que le cinéma belge peut aussi se renouveler et vraiment proposer des choses inédites. Donc voilà, petit bijou, La Nuit se traîne. Voilà, j'en dis pas plus. Alors en sixième position, Los Delinquentes, donc film argentin dont je trouve on n'a pas assez parlé ni sur internet ni dans les médias, alors que pourtant il a été salué par Positif et les cahiers du cinéma. Film qui est une ode à la liberté, qui met en scène deux amis dont la morosité de leur quotidien professionnel et privé va pousser à commettre un casse. Mais bon, on n'est pas dans un film de gangster et de braquage à proprement parler, hein. Mais pour justement retourner à une vie plus libre, plus épanouie, faite d'amour et d'eau fraîche en quelque sorte. Voilà, film de 3 heures qu'on ne sent absolument pas passer, bien construit, avec beaucoup de rebondissements aussi, très bien interprété, servi par deux bons comédiens dont l'alchimie est palpable à l'écran. Donc Los Delinquentes, vraiment petit bijou de mise en scène et de propos. Voilà, donc allez-y. Alors en cinquième position, Juré numéro 2, donc réalisé par Clint Eastwood, qui prouve que à presque 95 ans, ben, l'âge n'est pas un frein, vu qu'il nous revient avec un très grand film, si vous connaissez le cinéma d'Eastwood, qui est très classique en termes de mise en scène, mais très fort en termes de propos. On a un homme qui oscille entre assumer ses responsabilités morales, tout en sachant que s'il se rend à la justice pour un crime qu'il aurait peut-être commis, qu'il risque de tout perdre, hein, alors qu'il s'apprête à devenir père de famille. Voilà, donc toutes les questions morales, hein, on sait, Eastwood est un très grand cinéaste humaniste, et des questions, je vais dire, qui nous font réfléchir à tout un chacun, servi en plus par un casting aux petits oignons avec Nicolas Hoult, Tony Collette, J.K. Simmons dans des rôles plus secondaires, Kiefer Sutherland. Voilà, donc un propos très juste et très fort où Eastwood nous montre que il est encore capable du meilleur. Voilà. Alors en quatrième position, un film d'animation américain, Le Robot Sauvage, réalisé par Chris Sanders, donc produit par DreamWorks. Alors je sais que certains ont trouvé le propos du film un petit peu niais, voire même un petit peu trop larmoyant. Alors moi, en fait, ben, je suis sorti de la salle les larmes aux yeux, en pleurant. Ça ne m'était plus arrivé depuis très longtemps. Et honnêtement, ben, j'ai été touché par ce film, donc son propos sur l'amitié, sur la tolérance, sur les relations sociales, où on a ce robot qui se retrouve comme ça perdu en plein milieu de la forêt, qui va se lier d'amitié avec un renard qui lui-même est sujet au rejet social par son statut de prédateur, puis ça va déboucher sur une belle histoire d'amitié et aussi d'amour avec ce robot qui va adopter ce petit oisillon dont elle serait responsable du décès
je vais dire, de la famille. Donc voilà, des thèmes très touchants, très forts dans un film d'animation techniquement impeccable, avec une fin peut-être un peu facile, je vais dire, où voilà, il y a le côté peut-être un petit peu plus action qui est mis en avant, etc. Mais le propos sur l'amitié, sur la tolérance est très fort, je vais dire traité avec justesse et délicatesse, et voilà, sonne très juste, et vraiment, pour moi, des quelques films d'animation que j'ai vus en salle cette année, clairement pour moi le plus beau, le plus touchant. Voilà. Alors on entre dans le top 3 avec The Substance de Coralie Farja, film qui a divisé, et oui je sais que certains l'adorent, que d'autres ne l'aiment pas, voire même le détestent, film qui est reparti avec le prix du scénario à Cannes. Alors comme beaucoup, je me dis que ça aurait peut-être été mieux le prix de la mise en scène, parce que non pas que le scénario soit mauvais, loin de là, mais il est plutôt classique. Voilà, hein, donc voilà, film qui traite je veux dire, voilà, de la manière dont sont perçues les femmes d'un certain âge à Hollywood, voilà, qu'on ne veut plus d'elles, qu'elles sont considérées comme has-been, voilà, avec un propos très fort sur les dictates de la beauté, voilà, dans l'industrie, avec en plus de ça un beau comeback de Demi Moore qu'on n'avait plus vu depuis quelques années. Beau rôle aussi pour Margaret Qualley, hein, je vais dire, c'est cette jeune actrice, voilà, révélée entre autres par Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, qui tient la dragée haute ici à demi-mour. Voilà, alors un film dont on a reproché à la réalisatrice de trop pointer ses références du doigt. Alors oui, il y a énormément de références appuyées à Cronenberg, à Lynch, à Verhoeven, mais j'ai envie de dire au moins, elle arrive à en faire quelque chose. Elle les assume, voilà, tout en proposant sa propre histoire, son propre film. Alors on a cette fin que beaucoup ont jugé grotesque, qui moi m'a fait beaucoup rire dans le bon sens du terme, où on est vraiment dans un gros pied de nez comme ça au code hollywoodien, et je me dis en plus reprendre comme ça une icône de beauté, hein, et de glamour tel que Demi Moore, qui faisait partie de ces grands sex symboles des années 90. Vraiment fallait oser. Et voilà, le film, voilà, a une mise en scène comme ça très maîtrisée, un propos très fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, qui ne peut laisser indifférent. En deuxième position, Le mal n'existe pas, réalisé par un réalisateur que j'adore, Ryusuke Hamaguchi, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, 2-3 ans à peine, dont j'ai dévoré toute la filmographie. Hamaguchi qui ici sort un peu de sa, je dirais pas sa zone de confort, mais de ses habitudes, qui nous a habitués à des drames existentiels, qui ici nous propose un thriller psychologique, voilà, où il est question d'opposition, un peu de lutte des classes entre le monde du travail et celui de la nature, avec de côté ce bûcheron qui vit d'amour et d'eau fraîche comme ça en pleine réserve naturelle, et de l'autre ces deux personnes qui vont venir le trouver pour en gros lui dire de mettre fin à son barrage, qui va provoquer pas mal de tensions. Hamaguchi qui, tout en restant fidèle à ses thèmes d'auteur comme la remise en question existentielle, l'amour, la solidarité et le passé, on profite pour se réinventer, pour changer de registre, et avec en plus voilà, cette fin qui laisse libre cours à l'interprétation, et qui voilà, enfin, je veux dire, même toujours 6 ou 7 mois après l'avoir vu en salle, continue de me marquer. Hamaguchi qui prouve qu'il est l'un des grands cinéastes de sa génération, et en ce qui me concerne, l'un de mes cinéastes préférés, tout simplement. Alors, en première position, et là, ça va faire grincer des dents, hein, vu je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, Anora, réalisé par Sean Baker, Palme d'Or cette année à Cannes. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Alors pour moi, il s'agit d'un beau retour en force de la part de Sean Baker, réalisateur américain indépendant que j'ai découvert aussi il y a à peine quelques années, dont les films me parlent beaucoup, hein, donc réalisateur qui s'intéresse au laissé pour compte de la société américaine, à ces personnes qui veulent leur part, hein, je veux dire leur part de rêve américain, mais qui n'y ont pas droit, et qui ici nous propose encore à travers la figure d'Anora, brillamment interprétée par Mickey Madison, cette jeune stripteaseuse qui va être confrontée
je vais dire, au rêve américain, mais également à ses travers, voilà, qui nous offre le portrait d'une Amérique en proie au capitalisme dans le mauvais sens du terme, qui ne sait plus où donner de la tête, qui broie chacun de ses personnages. Sean Baker, qui, là où il m'avait un peu perdu, je vais dire, avec Red Rocket, ici pour moi se rattrape, avec une mise en scène qui frappe fort, entre d'un côté, moment de comique pur jus à cette longue séquence, voilà, d'engueulade de plus d'un quart d'heure entre Anora et les mafieux russes, je vais dire, etc. Vraiment, Ocean Baker n'a pas son pareil pour à la fois faire naître le comique et la douleur, je vais dire, de ce genre de moments, hein, je vais dire des moments de vie pure, hein, comme ça, d'engueulade et d'explication. Donc voilà, pour moi, une palme d'or amplement méritée, et alors aussi la reconnaissance d'un réalisateur qui était essentiellement connu d'une minorité de cinéphiles, hein, à peine, et dont je parlerai, hein, je vais dire encore dans quelques mois, vu que voilà, un coffret Blu-ray des 4 premiers films de Sean Baker, jusque-là inédit en salle, en tout cas en France et en Belgique, va repointer le bout de son nez, et donc c'est avec un immense plaisir que j'en parlerai sur la chaîne. Donc voilà, Anora pour moi, mon film préféré de cette année, avec un plan final absolument bouleversant qui lui m'a aussi beaucoup touché, qui n'est pas sans rappeler le plan final de L'Enfant des Frères Dardenne, les Frères Dardenne qui fait partie des sources d'inspiration de Sean Baker. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas Anora, mais voilà, en tout cas, il ne peut laisser indifférent. Donc voilà, Nora, pour moi, mon film préféré cette année, le plus touchant, celui auquel je repense le plus, avec Le mal n'existe pas d'Amaguchi et The Substance de Coralie Farja. Voilà, et également, ben, je veux dire, tous les autres dont je vous ai parlé. Voilà. Je vous invite à me mettre dans vos commentaires quels sont vos films préférés cette année, vos 10 films préférés ou autres, hein, si vous en avez d'autres. Me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On en débat évidemment dans la joie et dans la bonne humeur, pas dans l'agressivité ou le mépris. Voilà. Ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'ores et déjà une bonne année, bon réveillon, mangez bien, buvez bien, faites la fête, sortez couverts. Et on se retrouvera très vite pour un bilan de la chaîne et pour d'autres aventures. Salut, ciao.